Alors, après une année scolaire hachée par les confinements, on aurait pu croire que certains élèves auraient aimé rentrer en cours. Pour les sixièmes, par exemple, ça aurait été l'occasion de passer chez les grands et d'aller enfin découvrir le collège. C'était sûrement impressionnant, mais ça aurait pu être sympa. Mais voilà, ces sixièmes, ils sont nés en 2010. Et sans qu'on sache pourquoi, c'est devenu une faute. Et ils ont été harcelés dans les cours de récré, en ligne, par leurs élèves un peu plus âgés, sans relâche, et parfois jusqu'au pire. Chanel avait 12 ans, et elle s'est tuée il y a 5 jours. Le lendemain, c'est une fille de 13 ans qui s'est défenestrée en région parisienne. Heureusement, elle a survécu. Les enquêtes sont toujours en cours, mais il semblerait que le harcèlement soit un facteur dans leurs gestes absolument désespérés. Les enfants ne sont donc pas épargnés, pas plus que les journalistes, les ex-otages, les anciennes actrices de films pour adultes ou les jeunes femmes qui répondent parfois de manière très véhémente à des provocations et des insultes dans un chat privé. Alors, je ne pense pas que quiconque ici découvre aujourd'hui la violence sur les réseaux sociaux et la guérilla que mènent des gens qui ont sûrement beaucoup trop de temps et beaucoup trop de colère à évacuer. Moi, j'en profite pour saluer Sanglier 92. Sanglier 92 est quelqu'un qui, normalement, ne manque absolument aucune de mes interventions pour me dire tout le bien qu'il pense de mon nom de famille. Donc Sanglier, si tu nous écoutes, salut à toi. Rien de tout ceci n'est nouveau, mais il y a peut-être du nouveau. Dans certaines affaires, les auteurs des menaces ont été identifiés, jugés et même désormais condamnés. Ce fut notamment le cas dans l'affaire Mila, où 11 personnes ont écopé de peine de 4 à 6 mois de prison avec sursis. La question, c'est est-ce que c'est là le début de la fin pour les trolls? Est-ce que enfin les réseaux sociaux vont être une zone de droit? Et pour y répondre, nous allons nous y pencher sur 3 aspects plus particuliers avec nos 3 invités, sur la genèse et les manifestations de ces mouvements de foule, ou en tout cas mouvements de meute, avec vous, Pauline Escande-Gauthier. Vous êtes donc sémiologue, maître de conférence à Sorbonne Université CELSA. Vous êtes co-autrice du livre Monstre 2.0, l'autre visage des réseaux sociaux. On va s'intéresser à la manière dont on peut enquêter sur ces faits avec vous, le capitaine Mathieu Audibert. Vous êtes spécialisé en droit pénal et en procédure pénale appliquée à la cybercriminalité, affecté au commandement de la gendarmerie dans le cyberespace. Et enfin, à la manière dont ces affaires sont jugées avec vous, maître Éric Morin. Vous êtes avocat pénaliste au barreau de Paris. Vous avez notamment défendu Marlène Schiappa, Nadia Dam et Nikita Bellucci dans des affaires de cyberharcèlement. Et vous êtes le premier, à avoir fait condamner un harceleur à de la prison ferme. Je voudrais, si vous voulez bien, qu'on prenne ces enquêtes peut-être de manière chronologique, c'est-à-dire dans la manière dont elles se déroulent, en écartant tout de suite un argument récurrent du débat. Capitaine Audibert, est-ce que c'est l'anonymat sur les réseaux sociaux qui pose problème? Alors, bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation. La question de l'anonymat, en fait, est souvent abordée de manière un peu trompeuse, puisque vous avez tous, comme moi, 1 ou 2 téléphones portables sur vous, un ordinateur, une tablette à la maison. Et ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que techniquement, à partir du moment où vous avez un appareil qui est connecté à Internet, vous laissez, quoi qu'il arrive, quoi que vous faites, des traces. Vous laissez des traces sur le support numérique, vous laissez des traces chez votre opérateur, et l'endroit que vous visitez, vous laissez une trace. Le grand sujet, effectivement, c'est pour les enquêteurs que nous sommes, police, gendarmerie, c'est récupérer ces traces dans le cadre des enquêtes judiciaires. Mais techniquement, il n'y a pas d'anonymat sur Twitter, sur les réseaux sociaux, et encore plus, juridiquement, il n'y a pas d'anonymat sur Twitter, Facebook, les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'en France, la loi impose aux opérateurs de communication électronique, aux hébergeurs qui permettent à leurs utilisateurs de créer des contenus, de conserver ce qu'on appelle des données dites de connexion, notamment pour lutter contre les crimes et délits qui peuvent être commis soit sur les réseaux sociaux ou sur Internet, ou même pour les enquêtes dans la vie de tous les jours. Donc l'anonymat n'existe pas sur les réseaux sociaux.
Et c'est d'autant moins un problème d'ailleurs que de plus en plus de gens sur les réseaux sociaux expriment des opinions qui tombent parfois sous le coup de la loi ou se livrent à des comportements à visage découvert. Est-ce que lorsque vous êtes intéressé à tous ces phénomènes, Pauline Escandotti, est-ce que vous avez vu un profil type de troll? Alors, il n'y a pas un profil type de troll. Le troll est une des formes de langage que peut prendre le harcèlement sur les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi voilà, des simples phrases, des mèmes, etc. L'effet de harcèlement est surtout lié, et je pense qu'on va beaucoup en parler, à l'effet de meute quand il y a une victime désignée. Et c'est extrêmement puissant, violent, et ça devient du harcèlement parce que c'est récurrent, c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. Et donc c'est surtout cela, c'est-à-dire qui est en question aujourd'hui, c'est comment arrêter une meute quand il y a une victime désignée. Et sémiologiquement, c'est-à-dire dans la manière dont ces meutes se coordonnent, se parlent et attaquent, leur langage à proprement parler, est-ce qu'il est spécifique ? C'est un langage qu'on n'utiliserait pas sur l'espace réel parce qu'on serait tout de suite interpellé ou condamné. Et c'est là tout le problème, c'est qu'il y a incitation à la haine, insultes, et puis discours parfois même sexistes, discrimination, etc. Donc, et incitation même au meurtre. Enfin, ça, je pense qu'on va en parler aussi. Mais dans un langage particulier, vous parliez à l'instant de même, il faut bien qu'on prenne conscience que ça a une forme de grammaire et que c'est cette grammaire qui influe aussi sur, j'allais dire, la diffusion de cette meute. Alors, l'avantage, je dirais, du mème ou même du troll, c'est un langage qu'on appelle vernaculaire, c'est-à-dire c'est de l'image, c'est extrêmement impactant. Vernaculaire, ça veut dire accessible, compréhensible par tous, et ça synthétise une idée en une image. Voilà, par exemple, on va détourner des signes subversifs comme la croix gammée pour insulter quelqu'un ou faire des caricatures insultantes, etc. Donc voilà, c'est un langage extrêmement impactant, très compréhensible et qui circule extrêmement vite sur les réseaux sociaux. Vous disiez à l'instant, dès lors qu'il y a une victime désignée, il y a donc là bien une orchestration de la haine. Maître Morin, j'ai nommé à l'instant quelques-unes des personnes que vous avez dû accompagner dans ce processus-là. Est-ce que ces phénomènes de meute, de harcèlement, ne sont réservés qu'aux personnalités publiques? Alors, bonjour et merci pour votre invitation. C'est d'abord et avant tout lié à des personnes publiques. On le voit, voilà. Parce que ces personnes publiques, quand elles s'expriment dans un média, dans un espace public, elles atteignent plus de personnes que Monsieur Michu qui est au bar du PMU. Maintenant, je ne sais pas s'il y a un profil. Mais lorsque l'on regarde, et moi dans ma partie judiciaire, ceux qui comparaissent devant un tribunal pour des faits de menaces de mort, de menaces de commettre un viol, qui est le cœur, un petit peu l'ADN de ce type de message, on a une quasi-totalité d'hommes qui sont poursuivis et qui sont condamnés. Et on a une très grande majorité de femmes. Pas une grande totalité, mais une grande majorité de femmes. Qui sont visées, qui sont visées. C'est-à-dire que pour le troll, la femme publique qui en plus l'ouvre, c'est-à-dire parle, ça devient une cible, et donc une cible en meute. Alors vous ajoutez aux femmes d'autres minorités raciales ou sexuelles, et vous avez là une quasi-totalité du panel des cibles. Et puis après, vous avez quelques cas isolés ou individuels, mais en tout cas, on a une quasi-totalité d'hommes poursuivis et une grande majorité de femmes. Pour que l'on prenne bien la mesure de ce dont on parle, qu'ont vécu ces clientes? Comment ça se manifeste? À quelle fréquence? Qu'est-ce que ça crée chez les personnes qui sont victimes de cyberharcèlement? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la victime de cyberharcèlement, elle ne peut pas prendre les messages qu'elle reçoit ou qu'on lui envoie, ou même parfois que de bonnes âmes, de bons amis lui screenent pour lui dire « Regarde ce qui est dit sur toi », ce qui est terrible aussi parce que ça revient par la fenêtre alors qu'on a fermé l'ordinateur. Elle ne peut pas prendre ça au deuxième degré. Ça n'est pas possible.
C'est un tel flux, on parle de dizaines, de centaines, de milliers de messages parfois. Et quand vous recevez des messages du type « on sait où tu habites et on va venir violer ta fille », vous ne pouvez pas dire « ah comme c'est drôle » ou que c'est pas drôle, mais en tout cas, vous ne pouvez pas passer à côté. Donc en fait, la victime de cyberharcèlement, elle se prend ça en pleine face. Et c'est des coups et des coups et des coups à chaque mot. Et c'est tellement facile de l'autre côté de l'écran d'appuyer ou de cliquer pour envoyer un message qu'il y a une sorte de rapport, d'énorme gap entre cette facilité du troll, du harceleur, de celui qui menace, de celui qui cible, et la victime qui, elle, ne trouve pas ça ni facile et évidemment ni agréable, bien au contraire. Donc c'est pour ça que la loi a exigé, pour le moment, que l'on détermine une véritable atteinte psychologique. À titre personnel, et on y travaille avec la chancellerie, je trouve ça lourd, parce qu'envoyer une victime de cyberharcèlement auprès d'un expert psychologue pour se voir fixer une ITT, etc., c'est quelque chose de lourd. On pourrait un petit peu diminuer l'exigence. C'est dire combien, quand les affaires arrivent devant le tribunal, on parle de vraies victimes et pas de victimes virtuelles. À quoi s'exposent ou de quoi se rendent coupables plutôt les harceleurs? Est-ce que nos lois actuelles sont suffisamment étayées, suffisamment précises pour qualifier ces faits? Pitié, on en a assez des lois, on en a assez. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Il y a un panel qui est à la disposition des procureurs qui est largement suffisant. D'ailleurs, il y a même des infractions qui sont créées par le législateur que les procureurs n'utilisent même pas parce qu'ils ont des réflexes. Ça peut aller aux menaces des menaces de mort, des menaces de commettre un crime. Je le disais tout à l'heure, le plus souvent un viol parce que les victimes sont féminines et les auteurs masculins. Ça peut être du cyberharcèlement et ça peut être, depuis la loi Schiappa d'août 2019, du cyberharcèlement en meute. On a inversé le paradigme avec ce cyberharcèlement en meute. Lorsque vous aviez quelqu'un qui harcelait soit au travail, soit scolairement, vous aviez une personne qui était la cible des choses. Et à partir d'un auteur unique, votre supérieur hiérarchique ou autre. Là, dans le cyberharcèlement en meute, c'est la victime qui est la cible unique de plusieurs personnes. Vous parliez tout à l'heure de coordination, la loi ne l'exige pas. Vous n'êtes pas obligé d'être un groupe constitué ou d'avoir été ultra coordonné. En revanche, par le système de hashtag, par le système de mèmes ou de mots qui sont, vous disiez, vernaculaires, effectivement assez peu aussi élaborés et accessibles à tous, eh bien, vous n'avez même pas besoin d'avoir de chef de meute en réalité. Tout le monde y va. On parlait hier soir dans un reportage de Nicolas Hénin, l'ex-otage, c'est 130 000 messages qu'il a reçus à partir de trolls qui n'étaient pas coordonnés, qui avaient juste trouvé une cible et qui fondaient dessus. Donc il faut que les victimes portent plainte. C'est à partir de là que vous intervenez. Comment est-ce que la gendarmerie se saisit d'une affaire? À quel moment est-ce que votre enquête commence? Alors sur l'importance de déposer plainte, effectivement c'est fondamental parce que ça permet qu'on puisse ouvrir une enquête. Quand bien même vous avez des gendarmes qui font ce qu'on appelle de la veille sur les réseaux sociaux et qui observent ce qui s'y passe, entre guillemets. Au-delà du dépôt de plainte en tant que tel, qui permet de lancer les investigations, de saisir officiellement les enquêteurs et le procureur de la République par la suite, ce qui est très important, c'est que maintenant, à l'heure du tout numérique, les utilisateurs peuvent saisir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 une brigade spécialisée de la gendarmerie qui s'intitule magendarmerie.fr, tout en attaché, où 24 heures sur 24, avec un ordinateur, un smartphone, une tablette, vous pouvez parler en chat avec un gendarme, officier de police judiciaire, qui est en mesure, le cas échéant, d'apporter des conseils, effectivement, et le cas échéant, d'orienter la victime vers une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police en fonction de son lieu de domicile. Après, comment ça se passe? Quand quelqu'un dépose plainte, juridiquement, on qualifie les faits, puisque c'est important.
en fonction de ces éléments, on va commencer des investigations, c'est-à-dire qu'on va chercher effectivement à corroborer les déclarations de la victime avec les traces ou les indices qu'on va constater. Alors comment vous faites ? En quoi ça consiste justement ? Alors si on prend l'hypothèse du réseau social Twitter, par principe, sauf pour des cas bien particuliers où les comptes sont cadenassés ou les messages peuvent être échangés de manière privée, tout est public. Twitter, on n'avait pas besoin de compte pour lire ce qui est écrit. Donc tout simplement, on va transmettre une réquisition à la société Twitter pour lui demander de nous transmettre les données d'identification des comptes qui se sont livrés, tel que ça a été constaté par un enquêteur, à des menaces de mort, à des menaces de viol, mais ça peut être aussi de l'apologie du terrorisme, de la diffusion de contenu illicite. Et là, il va y avoir le grand enjeu qui est la coopération des réseaux sociaux avec les services d'enquête, c'est-à-dire que, contrairement à un opérateur français, les 4 grands opérateurs français qui nous répondent en moyenne en 15 minutes, Twitter, la réponse peut être longue, très longue, voire inexistante. Expliquez qu'on comprenne bien, parce que c'est évidemment là le nœud du problème. C'est-à-dire que vous allez constater que un ou une internaute a publié un message qui pourrait tomber sous le coup de la loi, et donc vous allez aller taper à la porte de Twitter en disant on aimerait bien le compte mail avec lequel ce compte a été créé, éventuellement un numéro de téléphone, une adresse IP, et ils ont le choix de ne pas vous répondre ? Alors le problème de ces entreprises, de ces GAFAM, comme on le dit souvent, c'est que Twitter, comme les autres grands réseaux sociaux, ce sont des entreprises américaines. Quand un enquêteur, qu'il soit policier ou gendarme, envoie une réquisition à Twitter, il ne l'envoie pas à Twitter France. Il l'envoie à Twitter International Company, qui est basée en Irlande. Ces éléments sont publics et sont sur le site internet de Twitter, que n'importe qui peut consulter. Et le problème, c'est que quand vous réquisitionnez une entreprise qui est étrangère, eh bien, la Cour de cassation dit, à juste titre, que oui, vous êtes officier de police judiciaire, vous êtes compétent en France, donc sur le territoire national, métropole et outre-mer, mais quand vous parlez à une entreprise à l'étranger, si on respecte la procédure de manière très formelle, normalement, pour forcer l'entreprise à répondre, il faudrait faire ce qu'on appelle une demande d'enquête pénale internationale, c'est-à-dire que la demande parte du ministère de la Justice ou d'un service de police français vers un service de police étranger ou le ministère de la Justice du pays, en l'occurrence les États-Unis. Et là, on parle de délais qui peuvent atteindre plusieurs mois, effectivement. Après, vous avez maintenant l'Union européenne qui travaille sur des textes contraignants pour obliger les grandes plateformes, les grands réseaux sociaux à collaborer de manière efficace et efficiente avec les autorités publiques. Ça signifie, Maître Morin, que dans les affaires que vous avez eu à connaître, de temps en temps, il joue quand même le jeu. Puisqu'il y a eu des condamnations, je parle de l'affaire Mila, je parle de l'affaire de Nadia Dam, aussi de Monica Bellucci, ça veut dire quand même que ces plateformes coopèrent ? Alors, Twitter, non. Enfin, en tout cas, moi, je fais ce constat-là. Dans l'affaire Mila, il y a eu une petite coopération qui est liée d'ailleurs à l'ampleur. Parfois, on nous dit, oui, mais pourquoi vous médiatisez les affaires ? Twitter a peur de 2 choses. C'est le vilain petit canard des réseaux. Aujourd'hui, Facebook collabore beaucoup mieux. On va voir ce que fait TikTok, et aujourd'hui, c'est pas gagné. Mais en tout cas, dans les réseaux qu'on connaît, Twitter, c'est vraiment le vilain petit canard. Le capitaine Audibert, tout à l'heure, parlait de réquisition, puis ensuite de demande d'entraide pénale internationale. Moi, je suis déjà allé jusqu'à la demande d'enquête pénale internationale. Donc, vous imaginez, c'est lourd. Ça veut dire que ça part à la chancellerie, au ministère de la Justice, qui va traduire en anglais, qui va l'envoyer au magistrat de liaison qui est à Washington, qui va ensuite l'envoyer au procureur de l'État californien, qui va ensuite le délivrer à Twitter. Donc, tout ça prend un temps déjà considérable. Et la réponse ensuite, c'est premier amendement des États-Unis, liberté d'expression. Voilà. Donc, on est obligé de faire ce constat de carence absolument terrible, et c'est pour ça que je n'ai pas obligatoirement toujours besoin, mais je ne vais pas me faire enquêteur à la place des enquêteurs, mais je n'ai pas toujours besoin de la coopération des réseaux sociaux.
De la même manière que on va faire une enquête de voisinage, on va faire une enquête d'environnement lorsqu'il va y avoir un meurtre ou quand il va y avoir un vol, lorsque vous faites une enquête d'environnement autour de tel ou tel compte, que vous voyez les interactions avec tel ou tel autre, vous pouvez arriver, il y a des enquêtes qui se sont résolues comme ça. Il y a des moyens aussi technologiques qui permettent de trouver certains internautes, mais aujourd'hui, on a laissé se construire des monstres, hein. On les a regardés devant nous, se grossir comme ça, et aujourd'hui, Twitter, c'est un monstre californien, soumis à la loi, à la Constitution des États-Unis, et qui a créé sa propre loi. Il y a d'autres moyens d'investigation que d'aller toquer justement à la porte de Twitter ? Alors effectivement, il y a d'autres moyens d'investigation. Alors, dans l'absolu, c'est public, puisque c'est dans le code de procédure pénale, puisque bien évidemment, nous respectons la loi. Après, je ne vous expliquerai pas, en termes de stratégie d'investigation, comment on fait, pour la simple et bonne raison que on ne va pas donner les astuces pour que non, on va pas encourager aider. certains. Non, on va pas Mais aider l'un des exemples qui est très connu, puisque historiquement on travaille là-dessus en matière de lutte contre la pédocriminalité sur Internet, c'est ce qu'on appelle l'enquête sous pseudonyme, où effectivement vous avez un gendarme spécialement formé, habilité par le procureur général de sa cour d'appel, qui va se faire passer sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur les forums, comme une victime, comme un auteur, et qui va rentrer en contact avec des gens suspectés d'avoir commis des infractions. C'est très efficace en matière d'identification des pédocriminels, ou en tout cas des gens qui diffusent des contenus illicites. Maître Morin, vous disiez, on publicise certains cas, il y a des affaires qui sont plus médiatiques que l'autre. Est-ce que ça suffit ? Je me retourne vers vous, Pauline Escande-Gauthier, parce que ce qui frappe dans la banalité de la haine que l'on voit, c'est d'abord la variété des profils, vous nous le rappeliez. Dans le cas de Mila, parmi les 11 condamnés, il y a aussi bien des jeunes femmes que des vieux messieurs, il y a des Français qui sont musulmans, des Français qui sont athées. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce réflexe qu'ont tous les prévenus, et je me tourne vers vous, Maître Morin, j'imagine que c'est le cas aussi dans toutes les affaires, où les mecs disent « Ouais, enfin, je savais pas que c'était si grave. Ok, j'ai menacé de la décapiter et au fond d'avoir des relations sexuelles avec son crâne, mais bon, c'est pas si grave. » Comment est-ce qu'on comprend cette dichotomie quasi cognitive ? Alors, c'est l'émiettement identitaire, hein, on pourrait appeler ça comme ça. C'est-à-dire que vous avez une identité réelle, civile, sur l'espace public et privé. Et puis, sur l'espace numérique, vous avez une autre identité totalement construite où il n'y a pas forcément de sanctions. Voilà, donc le phénomène d'autocensure qu'on a sur l'espace public ou même dans les interactions quotidiennes, sociales, avec les différentes personnes, n'a plus lieu. Voilà, en psychologie, on appelle ça l'autocensure, c'est-à-dire le surmoi, hein, en termes psychanalytiques. Et donc, le surmoi, ça se construit, c'est l'assimilation des règles, des interdits, et l'application de ces règles et ces interdits par l'éducation. Je pense qu'on y reviendra. Et donc, vous parliez de l'impunité, le fait que dans la majorité des cas, les gens ne sont pas sanctionnés, il y a l'impunité reste. Et puis, il y a quelque chose de très important que vous avez souligné tous les deux, c'est la dysynchronie, c'est-à-dire le décalage entre le temps numérique, le temps Internet, qui est extrêmement rapide, puissant, et la force de puissance, la masse, et le temps juridique, législatif, le temps de l'enquête. Donc tout ça aussi, ça participe. Et enfin, le décalage aussi au niveau géographique. C'est-à-dire, aussi bien en local, on peut agir dans la mesure du possible, mais là, on a affaire à des acteurs numériques, on a affaire à un village global, donc c'est extrêmement compliqué aussi. Alors, est-ce que vous avez tous les trois l'impression, dans ce cas-là, que les choses évoluent ? Est-ce qu'on s'est complètement trompé avec notre titre ? Ou est-ce qu'on est vraiment dans un moment où s'amorce une forme de réaction et où peut-être un autre Internet est possible, un Internet qui serait un tout petit peu moins dégueu et peut-être un tout petit peu moins hostile. Capitaine Audibert, est-ce qu'on est aujourd'hui à la bascule ? Alors, aussi bien en tant qu'enquêteur, officier de gendarmerie et en tant qu'utilisateur, comme beaucoup de citoyens de ces plateformes,
On est, de mon point de vue, à un point de bascule parce que l'actualité judiciaire récente a montré, par des condamnations, soit en première instance, soit pour d'autres dossiers, donc là je me base uniquement sur ce qui est dans la presse, où on a eu des condamnations à la cour d'appel, notamment à Versailles, pour des dossiers de cyberharcèlement, avec des condamnations qui ont été confirmées pour des infractions, effectivement, qui soit étaient récentes, soit étaient peu employées dans cette thématique particulière du cyberharcèlement. Donc s'il y a des condamnations, c'est bien la preuve qu'on peut retrouver les auteurs. En réalité, vous avez 3 grands enjeux maintenant. Le premier grand enjeu, on en a parlé, c'est la coopération des grandes plateformes avec les autorités publiques, clairement, parce que sans coopération, c'est impossible, ou en tout cas c'est très compliqué et très chronophage pour remonter derrière les individus qui sont suspectés d'avoir commis ces faits. L'autre grand sujet, c'est la lutte, comme vous l'avez expliqué, sur le sentiment d'impunité, puisque ce qui était frappant dans les différentes personnes qui ont été condamnées par le tribunal correctionnel de Paris dans le dossier Mila, et je me base là encore sur ce que la presse a relaté, c'est le fait que ces gens ont tous admis quasiment qu'ils n'auraient jamais tenu ces propos dans la rue. C'est parce qu'ils sont déconnectés. Il y a un espèce de sentiment irréel face à l'ordinateur que ce que je dis n'emporte pas de conséquences. Or, justement, c'est l'objet de ces procès, de ces enquêtes. Et enfin, le troisième grand enjeu, et ça fait aussi partie de la bascule, c'est dans la mesure du possible, l'éducation numérique et la sensibilisation des publics, parce que, il ne faut pas se mentir, le judiciaire n'est pas un exutoire et ne peut pas tout faire. On le voit dans d'autres domaines, classiquement la sécurité routière par exemple, où c'est la prévention qui permet effectivement beaucoup de choses en sus de la répression, mais le focus sur les jeunes générations en matière d'usage des réseaux sociaux est aussi effectivement un enjeu fondamental. Pauline Escandgoquet, ça signifie qu'un autre Internet est possible? Il pourrait y avoir une forme apaisée des réseaux sociaux? Alors, je tiens quand même à dire que la majorité des échanges qui ont lieu aujourd'hui sur les réseaux sociaux et sur Internet sont... Voilà, là on parle de déviance du système que sont les plateformes, mais la majorité des échanges, il y en a des milliards par jour, ça reste quand même bienveillant, informationnel, communicationnel et dialogique. Voilà, donc il existe déjà cet autre Internet, je tiens à le dire. Et là, on est dans les effets pervers du système et c'est extrêmement dur de réguler. Et moi, je crois beaucoup dans l'éducation. Il y a un organisme en France qui s'appelle la Clémique qui va dans les écoles, éduque, accompagne sur l'éducation aux médias. Mais il faut que les parents aussi soient un relais. On ne peut pas toujours tout attendre des institutions publiques. Il faut que les parents aussi prennent la mesure du problème et accompagnent aussi leurs enfants comme ils l'accompagnent sur l'espace réel, sur l'espace numérique. Maître Morin, le mot de la fin, en attendant que cet autre Internet advienne, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous conseillez éventuellement à vos clients ou aux parents qui nous écoutent? Comment on se protège de ces meutes? C'est 4 lettres, SP, SP. Se protéger, sauvegarder et prévenir. Voilà. D'abord se protéger. S'il faut cadenasser son compte, ça m'est arrivé pour la première fois il y a quelques mois. J'étais obligé de cadenasser mon compte pendant 24 heures parce qu'effectivement j'étais devenu une cible. C'est d'abord ça, voilà. Éventuellement transiger un peu sur ses droits et fermer son ordinateur ou se déconnecter pendant quelques temps parce que effectivement ça mine. Ensuite sauvegarder parce que si on veut aller porter plainte.